Donc on va reprendre pour cette deuxième table ronde sur le surtourisme ou les problèmes de flux. Alors, ça me rappelle un vieux débat. Vous savez, au XIXe siècle, on opposait toujours voyageurs et touristes. Ce qui était honorable, c'était le voyageur. Le voyageur, c'était l'aristocrate, c'était ceux qui savaient voyager. Et puis sont arrivés petit à petit ces nouveaux riches, les industriels, les pharmaciens, les médecins, enfin le tourisme, quoi. Et puis ça s'est mélangé les deux. D'ailleurs, le tourisme reste un peu connoté négativement. Mais c'est aussi des pratiques sociales différentes. Donc là, on va aller vers surtourisme ou problème de flux. Alors, ça va être un peu plus difficile puisque nos trois intervenants ne sont pas francophones complètement. Ils le sont quand même en partie, donc j'ai vu qu'ils entendaient beaucoup de ce qu'on dit, mais pas tout, faites attention. Voilà. Et donc, on va d'abord avoir de la part de Doug Lansky une présentation, comme il dit. Donc, je vais le laisser se présenter. C'est un auteur, c'est un speaker, etc. Donc, je vous donne la parole pour votre présentation et puis ensuite, on fera monter à la tribune les autres intervenants. Doug, vous avez la parole. Et donc, vous avez, pour ceux qui ont besoin, etc. Voilà. Thank you. Merci. Good afternoon, everybody. Bonjour à tous et bonjour à toutes. I'm going to try that one more time. Good afternoon, everybody. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Oh, that sounds a lot better. Ok, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. My name is Doug Lansky. Je suis Doug Lansky. Aujourd'hui, je vais essayer de remettre en cause un petit peu nos convictions, mais tout d'abord, j'ai beaucoup profité de ma visite de la ville déjà aujourd'hui, et je crois qu'on le doit à Jean Blaise. Vous avez vraiment mis à profit l'expérience de la ville et vous l'avez apporté à tout le monde. J'ai vu de belles sculptures, très humoristiques aussi. J'ai vu les équipements également pour faire du roller, etc. J'ai profité, bien sûr, de la déambulation sur la ligne verte. Donc, vraiment, félicitations, c'est une très belle réussite. Alors, voilà ce que je veux faire. Je pense qu'on va aller directement au cœur du sujet. Voilà. Je crois qu'il faut parler de l'éléphant dans la pièce, comme on dit. L'éléphant, c'est celui-là, en l'occurrence. Je sais qu'il y a de grands projets pour la ville qui peut-être vont voir le jour, peut-être pas. En l'occurrence, ça a plus trait à l'arbre qu'à l'éléphant. Mais alors, en l'occurrence, je ne vais pas me prononcer pour ou contre tel ou tel projet, mais j'aurais aimé nourrir un petit peu votre réflexion et puis vous laisser ensuite, bien sûr, décider. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la réussite, le succès en matière de tourisme? C'est quoi un tourisme réussi? Ça veut dire quoi? Mon modèle préféré, c'est le modèle de la boîte de nuit. Je pense que c'est vraiment une bonne image. Quand vous ouvrez une boîte de nuit, vous voulez qu'elle soit dans un endroit, qu'elle soit dans un super endroit, que ça a l'air très très sympa, qu'il y ait de belles décorations, que le son soit nickel. Vous voulez avoir un dance floor vraiment idéal. Vous voulez avoir des serveurs tatoués, barbus, avec des super cocktails, un DJ très connu. Et une fois que vous avez tout rassemblé pour votre boîte de nuit, vous mettez un mec devant qui laisse rentrer personne. On limite l'entrée. Et c'est ce qu'on appelle de la demande fabriquée. Pour avoir toujours 5 à 10 minutes d'attente avant de rentrer, pour avoir l'impression d'avoir de la chance. Et les gens, ils font la queue, tout le temps. Même si vous arrivez tôt, non, vous devez attendre. C'est une formule, finalement. Un super produit et peu d'élu pour rentrer. Imaginez si vous laissez rentrer tout de suite. Imaginez, vous arrivez un samedi soir à 21h, 22h. Vous savez qu'il n'y a personne à l'intérieur, mais pourtant vous devez attendre. Et donc, si vous pouviez rentrer tout de suite, vous verriez qu'il n'y a personne. Et donc, vous ressortiriez tout de suite. Et ils le savent. Donc, ils vous font attendre. Ils vous font attendre le temps qu'il y ait une queue vraiment en dehors de la boîte. Et au moment où on ouvre, là, ça commence à se remplir vraiment, sinon tout le monde va partir. C'est un peu la même chose que le tourisme. Revenons à ce fameux éléphant, c'est un peu la même chose. Est-ce que l'on peut faire en sorte que l'éléphant et l'arbre soient présentés un petit peu de cette manière? Est-ce qu'on peut redéfinir la manière dont ces attractions vont affecter, je dirais, l'image de l'avenir? Et justement, vous ne devez pas devenir un
une sorte de Disneyland de Jules Verne, vous voulez avoir des projets sympathiques, voilà. Vous ne voulez pas que ce soit artificiel, vous ne voulez pas que ça ait l'air d'une ferme à touristes, mais vous voulez un produit et vous voulez qu'il soit authentique finalement. Alors, comment parvenir à la réussite? Est-ce que la réussite, c'est plus de gens? C'est un peu l'aune à laquelle on la mesure. Alors, donc ça doit être un succès fabuleux. Ça, c'est un succès fabuleux au Taj Mahal. Là, c'est au parc Yellowstone. Il y a tellement de gens qui ne peuvent pas se garer. Et en gros, c'est un embouteillage continu. On ne peut même pas sortir de sa voiture. Ça doit être un super succès alors. Ou ça, par exemple, ça, c'est vraiment un gros ratage. Il n'y a qu'une personne. Et on sait que dans le tourisme, plus il y a de gens, plus c'est une réussite. Donc, à droite, là, c'est un succès. C'est un peu l'aune à laquelle on décide du succès du tourisme. Même si vous prenez une image comme cela, on sait qu'en général, c'est plutôt comme ça que ça se passe, en vrai. On sait que ça se passe comme ça. Là, une petite anecdote rapide, un cas d'étude. Traverse City, au nord du Michigan. Ça se trouve dans la zone de la péninsule ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Ils voulaient vraiment attirer des touristes. Un jour, ils ont été... La ville a été désignée comme étant le plus beau spot, le plus beau lieu à la télé, en l'occurrence. C'est même pas à Traverse City. Il faut traverser Traverse City, en l'occurrence, pour aller sur ce beau belvédère. Et dès le lendemain, il y a eu un embouteillage de presque 1 heure pour traverser la ville. Et bien sûr, les résidents, les habitants devenaient dingues. Il y avait trop de gens. Et donc, en très peu de temps, et en l'occurrence en quelques années, ils ont vu que la ville devait se transformer. Et le conseil municipal a finalement dit aux touristes, bon, finalement, partez. Au début, c'était venez, ensuite, c'était, bon, bah, partez. Et ça s'est passé vraiment très, très vite. Et je sais qu'on va en reparler, des aspects sociaux du tourisme, mais personne ne peut maîtriser le flot touristique. Personne ne peut le maîtriser parce que tout affecte le tourisme, le terrorisme, les virus, tout affecte effectivement ce que vous faites. Donc on ne peut pas contrôler ça. Et on l'a vu d'ailleurs au cours de l'année et demie écoulée. Et indépendamment de la période récente, on voit qu'il y a eu une tendance à la croissance du tourisme, une croissance bien plus rapide que la croissance de la population mondiale. Et c'est un marché en soi, bien sûr. Pensez à la rue dans laquelle vous habitez, votre maison, votre appartement. Imaginez qu'il y ait 100 autocars remplis de touristes dans votre rue. Ils se promènent dans votre rue et ils vont dans les cafés, les restos, etc. Mais il y a tellement de gens que vous ne pouvez même plus aller dans vos restos, dans vos bars. Il y a des ordures partout et vous ne pouvez même plus marcher dans votre rue de jour ou de nuit. Mais c'est une manne économique, certes. Combien de personnes voudraient avoir tous les jours 100 autobus de touristes dans leur rue ? Non, je ne crois pas, effectivement. Donc, j'en conclus que vous aimez le tourisme, mais vous détestez les touristes. Oui, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci, soyez honnête. En tout cas, vous les aimez bien, mais de loin. Alors, comment faire l'équilibre? On a le droit de dire ça parce que le tourisme, c'est un marché, c'est une activité. Vous voulez avoir plus d'argent, mais pas forcément plus de visiteurs. Donc, si je pouvais vous montrer comment, avec autant de touristes, avoir plus d'argent, finalement, ce serait bien. Ou même avoir moins de touristes et gagner plus d'argent. Comment c'est possible? Comment augmenter le panier moyen, entre guillemets? C'est ce qu'a fait Disney. En 2016, ils ont eu moins de visiteurs et pourtant ont eu 4% de bénéfices de plus. Comment ils ont fait? Eh bien, ils ont fait plus de réservations à l'avance. Ils ont retiré les queues d'attente, les files d'attente, avec des entrées horaires, si vous voulez. Et, en fait, l'idée est de déconnecter la dépense de l'argent, finalement. Vous pouvez réserver votre moment, réserver vos dépenses à l'avance. Et les hôtels, par exemple, les fameux upgrades, les montées en gamme,
Dans tous les hôtels et dans tous les avions, il y a différentes catégories de prix en fonction des places, des chambres, etc. Qui n'arrivent pas à faire ça? Les attractions, dans les parcs d'attractions. Pas seulement dans les parcs d'attractions. Le fait est qu'une attraction, un lieu où on veut aller, c'est là où on veut aller, mais c'est pas nécessairement là où on dépense notre argent. Bon, si on va à Nantes, qu'on vient du Canada, en général, on va passer par Paris. Voilà, bon, les dépenses sont un peu artificielles ici, mais ici, en l'occurrence, la Galerie des Machines, ils vont dépenser 8,5 € ici à Nantes, soit 0,2% de tous leurs dépenses. Pourtant, c'est la raison finalement pour laquelle ils sont venus au départ. Et ils dépensent la plupart de leur argent pour la nourriture, l'hôtel, d'autres activités. Mais c'est assez étrange parce que finalement, ils sont venus pour quelque chose pour lequel ils ne vont pas spécifiquement dépasser de l'argent. Et on parle de succès, de réussite, mais on ne sait plus vraiment ce qu'on veut. On fait beaucoup de marketing, c'est le meilleur endroit, c'est le plus bel endroit, et en général, quand votre ville se retrouve dans cette liste, on est très très fiers, mais je dois vous dire que, en l'occurrence, j'ai été rédacteur en chef de certaines de ces publications, et il y a un processus décisionnel un peu particulier, c'est-à-dire que le facteur principal, c'est que vous n'étiez pas sur cette liste l'année d'avant, ou sur la liste d'un concurrent l'année d'avant, voilà. En fait, on recycle un peu tous les noms. Bon, c'est pas toujours ce qu'on fait, mais c'est l'élément le plus important, la nouveauté. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que il y a beaucoup de clics. C'est comme ça qu'on vend des pubs en ligne. C'est comme ça qu'on fait. On n'essaye pas vraiment de trouver la meilleure ville. Ça n'existe pas d'ailleurs, la meilleure ville, le meilleur endroit. En l'occurrence, cette tasse, est-ce qu'ils l'ont fait pour vraiment savoir qui est le meilleur papa au monde? Non, c'est pour vendre des tasses de café, des tasses à café. Si votre fils ou votre fille en ramène une à la maison, c'est une source de fierté, de joie, mais je ne dirai pas à la planète entière que je suis le meilleur papa du monde sur Facebook. Voilà, il faut remettre les choses à leur place. Est-ce que la réussite découle d'un logo, d'un slogan? Moi, j'aime bien votre slogan ici. Mais tout le monde a un très beau logo, tout le monde a un très bon slogan. Robert Grover, qui est professeur en Belgique, spécialiste des marques, il nous dit, même si votre logo est plein de couleurs, tous les logos sont pleins de couleurs. Les slogans, c'est pareil. Dans le journal The Telegraph, ils ont mis les 3 meilleurs et les 3 pires. Et honnêtement, en les lisant, je ne saurais dire quel est le pire et quel est le meilleur. Mais en fait, on s'en fiche. Si vous voyez le premier all-time classic, on ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien. Vous ne savez pas où c'est, mais vous avez envie d'y aller. All-time classic. Est-ce qu'on ne va pas à Rome parce qu'on n'aime pas leur slogan? Est-ce qu'on ne va pas à Rome parce qu'on n'aime pas leur logo? Non, on s'en fiche. L'important, c'est là où on va. Est-ce que la réussite, le succès protège votre destination pour les générations à venir? On ne veut pas qu'un lieu soit ruiné, soit gâché. On ne veut pas que le tourisme ait épuisé un lieu entre 5 et 10 ans. Non, il faut que cet endroit soit toujours là, toujours finalement le même dans un an. Nous sommes les dépositaires de ces destinations. Il faut les protéger. Donc on sait que les gens souhaitent que le tourisme soit tourisme durable. C'est une étude, là, en l'occurrence, de TripAdvisor. Et 75% des gens qui ont répondu ne savent pas ce qu'est le tourisme durable. Mais c'est fou, ça. Qu'est-ce que c'est? En l'occurrence, moi, je ne sais pas ce que c'est. Franchement, je ne saurais pas vous définir ce qu'est le tourisme durable. Est-ce que c'est un joli logo ou un joli label qu'on vous a remis? Tout le monde a un label. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des listes, des critères à chaque fois. Je ne sais pas quels sont les bons critères. Franchement, c'est une source de confusion. Je sais qu'on peut remplacer tout ça, clairement, avec des versions plus environnementales, plus écologiques. On peut avoir des fourchettes, des couteaux beaucoup plus écolos. On peut mettre des panneaux solaires. Il y a même, par exemple, des douches. Cette douche, elle est belle. Elle recycle l'eau. Ça passe par un filtre. Et donc, vous prenez une douche pendant un quart d'heure, mais avec simplement 5 litres d'eau. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire demain, mais on devrait quand même se diriger dans cette direction. Alors,
Il y a, je dirais, deux extrêmes. Vous pouvez soit choisir de rester à la maison et d'installer des panneaux solaires. Et à l'autre extrême du spectre, vous pouvez aller en Alaska pour tuer des bébés phoques. Bon, où est-ce que serait le tourisme durable? Eh bien, c'est un curseur. C'est un peu comme la démocratie, un curseur qui progresse. Et je pense que l'on devrait aller de plus en plus vers la droite là du graphique. Et c'est un processus continu. Est-ce que le succès du tourisme, c'est qu'il améliore la vie des résidents au niveau local? Moi, je dirais que oui. Est-ce que c'est d'améliorer l'expérience du visiteur? Je pense oui également. On veut ajouter de nouveaux produits, de nouvelles attractions. Dans le sud de l'Inde, par exemple, ils ont transformé ces bateaux de rizière en bateaux de croisière. Et vous pouvez louer, par exemple, pour 400 € un bateau comme cela pour vous promener. Et c'est nouveau, finalement. L'authenticité également. Quand vous voyez ça, vous vous dites... Alors, une partie de nous qui se dit « Ah, j'aimerais bien y être » et une autre partie qui se dit « Ah, c'est atroce ». Et on ne sait pas, finalement, si on a envie d'y être ou non. Ici, vous voyez une pub pour une destination. Là, c'est le Venise classique et inconnu. Est-ce qu'il y a des choses vraiment inconnues à Venise? Ou par exemple, la Grèce inconnue aussi, ou vierge. Mais donc l'idée, c'est quoi? C'est d'aller en Grèce et vraiment de déflorer, entre guillemets, ces paysages. Donc voilà, et c'est pas la même chose par exemple avec la diversité biologique. Allez en Chine, abattez des pandas. Non. Pourquoi est-ce qu'on fait ça avec le tourisme? C'est étrange de vouloir détruire finalement ou déflorer des endroits qu'on ne connaît pas. Et plus finalement on souhaite de l'authenticité, plus il faut gérer cela à la Disney pour ainsi dire, pour que ça ait l'air authentique. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Voilà à quoi ressemble Disney en coulisses. C'est la NASA, clairement. S'il y a beaucoup de gens, ils envoient Mickey là, la parade là, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait dans une ville quand il y a des foules? Et en l'occurrence, si 100 millions de visiteurs veulent venir ici à Nantes l'année prochaine, personne ne va les arrêter. S'il n'y a pas de système en place pour gérer, qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, un exemple assez amusant. Voilà ici un concept assez intéressant qu'on n'utilise pas assez dans le tourisme. C'est la reprise du service. En bleu, c'est quand le service reprend normalement après un problème. En vert, c'est quand il y a un problème et qu'il n'est pas résolu tout de suite. Si le problème est résolu, par exemple, vous n'avez pas eu le plat que vous avez demandé ou le plat n'était pas cuit, donc vous avez un serveur qui vient s'excuser, qui vous ramène le plat et qui vous dit « Bon, le dessert est gratuit, est-ce que vous êtes content ?» Vous allez dire « Oui, je suis content, très bien. » Si vous arrivez à remédier à la situation, au-delà des espérances du client ou du visiteur, ce sera encore mieux aux yeux du client que si tout s'était bien passé depuis le début. Finalement, on pourrait se dire que l'idéal, c'est que quelque chose déraille un peu, qu'on arrive à y remédier. C'est encore mieux que si tout se passe bien. Bon. Donc, toutes ces notions, comment est-ce qu'on peut les transformer en une réussite, je dirais, touristique? Il faut combiner un super produit et un super service. Si vous pouvez le faire, si vous créez cet arbre, est-ce que ce sera durable? Est-ce que vous pouvez mettre cela à profit pour améliorer votre qualité de vie locale? Et pour améliorer également les bénéfices et pas simplement le nombre de touristes, parce qu'on peut établir que ce n'est pas nécessairement un témoin du succès. Est-ce que vous pouvez mettre en place des réservations intelligentes, entre guillemets? Par exemple, vous pouvez aller voir l'éléphant ou l'arbre en un jour, mais pas les deux. Je ne dis pas que vous devez le faire, mais au moins, par exemple, ça laisse... ça oblige les gens à rester 2 jours s'ils veulent voir les deux. Ou est-ce que vous pouvez par exemple situer ces attractions dans différents endroits de la ville pour exposer vos visiteurs à différents endroits de la ville? Comment est-ce que les plus petites attractions, entre guillemets, peuvent quand même être mises en valeur à côté des grandes? Ça, c'est de la gestion intelligente du tourisme. Il faut le combiner avec une volonté, un volontarisme pour le faire. Merci, merci beaucoup. I'm going to be joining you here.
Bon, merci Luc, c'était très bien. Bon, alors j'appelle maintenant Xavier Marcet de Barcelone et je ne le vois pas. Il est là. Et puis j'appelle Signe Jungenstedt de Copenhague, qui est la cofondatrice du groupe NAO. Et donc nous allons continuer, puis nous rediscuterons après des 3 interventions ensemble. Donc Monsieur Marcet, vous êtes donc adjoint au tourisme à la mairie de Barcelone. On sait qu'un des motifs d'ailleurs de l'élection, c'était y compris le débat sur le surtourisme au centre de Barcelone. Ça fait partie du débat des élections. Donc voilà, donc je vous donne la parole pour un quart d'heure suivant notre règle, et puis après on discute. Ça marche? Vous avez la traduction? Je suis désolé, je ne parle pas bien français. Merci. Donc, de fait, ce débat sur le tourisme, la massification du tourisme, est un débat qui existait avant la pandémie. C'est un débat qui était lié à un débat qui n'était toujours pas résolu non plus. C'est-à-dire, nous avons abordé d'une perspective sociologique le tourisme comme quelque chose de général, y compris sur certains points. Cela semblait être un débat holistique, mais on n'a pas fait référence à quelque chose de très important, qui était la référence au tourisme de vacances et le tourisme urbain. Alors, le concept de « mes vacances », c'est-à-dire visiter une ville comme Barcelone, par exemple, une ville pas touristique, mais avec beaucoup de tourisme, qui, à différence de Venise, qui est clairement une ville touristique, donc une visite en moyenne de 2,8 jours, c'est-à-dire qu'on ne parle pas vraiment de vacances en l'occurrence. Et donc, ce débat sur le tourisme est également lié à une analyse de la typologie touristique de chaque ville. Par exemple, à Barcelone, on a 4 types de touristes ou de visiteurs. Moi, je préfère parler de visiteurs que de touristes, d'ailleurs, parce que, comme on l'a dit auparavant, le concept de tourisme est un concept qui regroupe une grande quantité d'idées, de processus mentaux, entre autres, que l'on peut difficilement rendre homogènes. Donc, il y a un pourcentage très important de tourisme d'affaires. C'est-à-dire une personne qui va à Barcelone, à une foire, à un congrès, et si je parle de 3 à 4 millions de personnes chaque année, si cette foire, si ce congrès change de lieu, alors la personne ne viendra plus à Barcelone. Donc, la manière dont je vais travailler avec ce profil, c'est sur la base de la répétition. Alors, un congressiste est intéressant parce qu'il y a une répétition potentielle. Il y a un tourisme très important, un tourisme de croisière à Barcelone, qui n'a rien à voir avec la première catégorie, et particulièrement détaché du premier profil, parce que dans le cadre du panorama touristique de croisière, il y a une caractéristique particulière à la ville de Barcelone, c'est que le port est au centre de la ville. On ne parle pas de Rome, par exemple, avec Fiumicino, où on doit prendre un bus, et il y a pratiquement 2 heures pour aller à la ville de Rome. Quelqu'un qui visite Barcelone en croisière peut se rendre directement dans le centre à pied. Un troisième profil, on pourrait parler de loisirs, c'est-à-dire qu'une personne décide d'inscrire Barcelone dans la liste de ses destinations touristiques comme partie d'un parcours touristique ou comme destination pour quelques jours. Et il y a une partie qui peut-être est la partie la plus problématique, c'est une personne qui vient rendre visite, qui vient visiter Barcelone pendant un jour, mais qui ne dort pas à Barcelone. Barcelone est en Catalogne, première région touristique d'Espagne, et à moins de 100 km, on a un noyau de 15 millions de personnes. Donc Barcelone peut être une visite touristique d'une journée. Et lorsque l'on parle du débat sur la massification touristique, le surtourisme, on doit répondre à des stratégies qui expliquent ou qui résolvent les problèmes de chacun de ces 4 typologies, de ces 4 profils. Le tourisme qui vient à Barcelone pour la journée a besoin de solutions qui sont liées à la mobilité. C'est-à-dire ici, on est intéressé par quoi? On est intéressé par le fait que
à Barcelone, l'autocar qui amène ses visiteurs d'un jour à la ville ne passe pas par la ville, mais se gare dans un espace public et que ce visiteur utilise les transports en commun barcelonais, locaux, avec tout l'éventail qui existe à Barcelone, autobus, métro, etc., ou qu'il utilise les bus spécifiquement touristiques. Alors que le congressiste, la stratégie est différente. Elle est plutôt liée au fait que la personne va consommer des restaurants d'un certain niveau, plus va passer la nuit à Barcelone. Donc il faut proposer une autre stratégie. Et la personne qui vient en croisière à Barcelone, qui va donc le bateau va stationner dans le port, va être ancré dans le port de Barcelone, et donc cette personne va rester 5 ou 6 heures en ville. Tout cela pour dire quoi? Pour dire que suite à l'analyse des conflits sur le tourisme, il faut également faire une analyse très technique pour chercher des solutions qui permettent, d'une manière ou d'une autre, à atteindre les objectifs que l'on se fixe. Ici, il s'agit d'arrêter de se référer à la quantité comme un critère de référence. La quantité de tourisme n'est pas une question qui nous intéresse. C'est plutôt la qualité qui nous intéresse. Il y a quelques instants, j'ai entendu une réflexion intéressante sur la manière dont Disney a fait un effort pour améliorer les bénéfices sans pour autant augmenter la quantité. Alors, en comprenant la qualité par rapport à l'économie, ce que je ne peux pas faire, c'est annuler les effets économiques du tourisme sur la ville, mais plutôt de construire des alternatives pour la ville, c'est-à-dire une équation évidente, baisser la quantité et augmenter les apports économiques pour que ce processus de transfert et de changement de modèle économique qui doit se produire pour atteindre les objectifs de limite touristique et de respect par rapport à l'évolution écologique proposée par les Nations Unies. Ce processus a besoin de technicité et d'une analyse très précise de la typologie des touristes, que faire pour chaque profil et à chaque moment. Et j'insiste sur ce point. Lorsque je travaille avec des touristes qui ne viennent qu'un jour à Barcelone, ma réponse est la mobilité. Ceux qui viennent de manière répétée, le congressiste qui apprécie la ville et qui reviendra, il faut proposer une diversification culturelle, c'est-à-dire il faut offrir des pôles culturels, mais également des pôles sportifs, scientifiques, mais surtout culturels au sens le plus large du terme, suffisamment puissants pour survivre à cette répétition de visites du patrimoine local qu'est Gaudi et tant d'autres. Voilà également un objectif qui est lié avec la recherche de complicité avec les citoyens. Lorsque je parle des croisières, il faut limiter le poids de la croisière pour qui se contente de passer par Barcelone et augmenter le poids des croisières qui restent à Barcelone et qui va faire que les passagers du bateau vont rester plusieurs jours à Barcelone. Alors, tout cela, je ne peux pas le faire sans passer par un accord avec deux grands acteurs du secteur, c'est-à-dire qui sont liés à l'information touristique. D'abord, il y a le secteur du tourisme. Lorsque je parle du secteur du tourisme, je veux faire référence au logement, à la restauration, au shopping, c'est-à-dire de manière globale l'économie des visiteurs. Mais il faut également que j'ai un accord avec les citoyens, parce qu'il est évident qu'un modèle qui ne fonctionne pas, c'est de proposer une activité culturelle pour les citoyens et une autre activité pour les visiteurs. En fait, il faut que j'ai une ville unique, en particulier pour une ville comme Barcelone, où la culture s'ajoute au quotidien des habitants de Barcelone qui travaillent, qui étudient. Barcelone est une ville importante et le tourisme est quelque chose qui s'ajoute à cela, mais c'est en aucun cas un facteur important qui peut influencer l'usage de la ville. Donc il faut résoudre une équation pour que ce qui intéresse le touriste doit
également être quelque chose qui a intéressé les habitants de la ville. Alors comment arriver à faire que le citoyen puisse marquer la tendance, les flux, qu'il puisse prendre part à la décision? Alors quand je vais à New York, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que fait un habitant de New York tout au long de la journée. Bon, si c'est aller à Williamsburg, je vais à Williamsburg. Et ça fonctionne lorsqu'une société est hautement active et engagée envers ces flux qui, finalement, marquent la tendance des visiteurs. Mais cela ne peut pas être obtenu sans complicité avec le secteur touristique et la dynamique active des citoyens. Et cet équilibre est extrêmement complexe à atteindre, mais c'est la clé pour résoudre cette équation. Donc, nous sommes en train de vivre cette réalité qui existait avant la pandémie, qui a continué pendant la pandémie, néanmoins a été compliquée par le coronavirus. Pour moi, le coronavirus n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est une expression qui définit, selon moi, ce qu'a signifié le coronavirus. Eh bien, moi, je traduirais cela par une expression très simple, bienvenue au XXIe siècle. Donc, c'est une culture sanitaire qui a permis de mettre ensemble des éléments économiques structurels qui étaient déjà en jeu, la numérisation, la digitalisation, la 4e, la 5e, la 6e vague du capitalisme avancé, nouveau modèle de distribution, concentration des entreprises. Et bien sûr, cette conjoncture a permis que cet ensemble de forces nous fasse entrer d'un coup dans le XXIe siècle. Cela s'était passé déjà auparavant, mais sans avoir cet ensemble de caractéristiques conjoncturelles réunies. Et une des raisons pour lesquelles je pense qu'une future crise sanitaire n'aura pas autant d'importance que celle-ci est que justement la révolution économique, en bonne partie très néolibérale, on est d'accord, est en train de se produire, s'est produite. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin, parce que ça permet d'expliquer, si l'on analyse au XXe siècle l'évolution de l'Espagne, on voit les changements de paradigme, comment ils se font. Si on analyse les explications de Kuhn sur les changements de paradigme, je pense qu'on est en train de vivre un changement de paradigme numérique. Néanmoins, cela déclenche un équilibre entre les forces locales et les forces mondiales. Et le monde du tourisme n'est en aucun cas un débat anodin. Quelle est ma capacité de contrôle sur les flux touristiques? Dans la ville, je peux contrôler ce flux depuis la mairie de Barcelone, ou alors c'est plutôt Airbnb ou Booking.com qui contrôlent ce flux? Quels sont les messages qui font bouger les gens? De fait, Barcelone est une des villes de la planète qui a le plus travaillé sur le logement. Par exemple, le logement illégal est clairement identifié, poursuivi, et avec de bons accords avec Booking.com, TripAdvisor et Airbnb. Bon, Airbnb, c'est un peu particulier, mais les accords sont là et les accords fonctionnent. Mais moi, je ne contrôle pas le flux d'arrivée des visiteurs à Barcelone. C'est très difficile à faire. Alors ça va se tendre, ça va être de plus en plus difficile. Ce changement de paradigme économique qu'on a vécu va multiplier les effets mondiaux des visiteurs sur le contrôle local du flux. Je pense qu'il s'agit là d'un thème qui ne cessera pas d'être intéressant à l'avenir. Il a également été fait référence à un élément qui, selon moi, a beaucoup d'importance. Une référence sur laquelle je souhaite revenir. Il n'est pas possible, d'un certain point de vue, il n'est pas possible de gérer les problèmes du tourisme si je n'ai pas un calcul très précis sur le pouvoir de la solution de la déconcentration touristique. La massification du tourisme doit être associée à la partie de la ville qui est occupée par ce tourisme. À Nantes, je ne sais pas, je ne connaissais pas la ville, mais j'ai l'impression que 80% du tourisme dans cette ville
se concentrent dans la zone centrale de la ville. Alors, est-il possible de trouver une solution à ce problème si je n'ai pas une politique de délocalisation, c'est-à-dire des attractions culturelles, avec les transports également, qui sont ailleurs en ville que dans le centre? À Barcelone, c'est un problème fondamental. Et le potentiel des quartiers, des différents quartiers de Barcelone, dans leurs propositions innovantes, non seulement pour les touristes, mais également pour les citoyens, c'est de savoir si cette massification touristique est définitive ou c'est simplement une éclipse qui nous montre le niveau de concentration. Et c'est important parce qu'au-delà de ce débat, il y a également une nouvelle manière de concevoir la relation du citoyen avec la ville où il vit. Lorsque l'on voit cette concentration touristique au centre de la ville, nous constatons également un phénomène parallèle qui est aussi intéressant, c'est l'appropriation des quartiers par les habitants qui y vivent. C'est-à-dire, en fin de compte, lorsque l'on parle de tourisme, j'aimerais également que l'on parle de cela comme un débat économique, un débat sociologique, évidemment, un débat sur la présence massifiée parfois de visiteurs, mais c'est également un débat sur la capacité des citoyens de vivre leur propre ville. Et sans faire un lien, parce que ce n'est pas la solution n'est pas évidente. Donc cette sursaturation touristique est néanmoins un débat qui n'est pas encore résolu. Je vous remercie beaucoup de votre intervention, y compris parce qu'elle montre que le tourisme, sans connaissance, sans observation, sans comparaison d'une ville dans l'autre, au fond, on ne s'en sortira pas. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à ne pas avoir de chercheurs, à ne pas avoir cette réflexion. Or, quand on déplace des centaines de millions de gens, il faut les observer, il faut les connaître, il faut se rendre compte qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et vraiment, je trouve que votre présentation de la réflexion sur Barcelone est pour ça extrêmement intéressante. Et moi, je sais que j'avais représenté la France à Bruxelles sur la question de la réflexion sur le tourisme, et j'avais été très frappé par la faiblesse de la réflexion sur le tourisme dans la principale pays d'Europe, où effectivement on considère que c'est une masse qui se déplace. Alors, ce n'est pas une masse qui se déplace, c'est des groupes différents, etc. Vraiment, votre intervention est très intéressante, y compris évidemment sur l'espace, comment on diffuse dans l'espace. Il y a tout un autre débat d'ailleurs sur le fait que le voyage d'après doit être préparé dans le voyage d'avant. C'est-à-dire que si on a fait rêver le touriste sur un nouveau lieu, il ne reviendra pas au même endroit, etc. Donc, je vous remercie beaucoup. Bon, Madame Signe Jungensen, donc cofondatrice du groupe ANAO, je vous donne la parole à votre tour, avant que nous discutions tous les quatre. Thank you very much, and I'm going to stand. Merci beaucoup. Je vais me lever. On m'a dit que je ne pouvais pas bouger très loin. Bon voilà, je me tiendrai ici. Bonjour à toutes et à tous. Tant que vous tenez votre micro, ça va. As long as I'm in front of a microphone. Yes. Okay, good. Tant que je suis OK devant le micro, très bien. Je m'excuse, j'ai étudié le français quand j'étais adolescente et pendant 1 an, donc je parlerais comme une ado si je parlais français. En plus, c'était au Québec et donc j'aurais un terrible accent québécois. Voilà, donc je vais m'abstenir. Bien, alors, on m'a proposé de vous parler de ce que l'on pourrait appeler, je dirais, un segment, un chapitre de notre grande discussion, c'est-à-dire le surtourisme et ce qui amène ces phénomènes hyper-locaux de surtourisme. On en a parlé au niveau de Barcelone, mais on peut en parler également au niveau structurel. Je vais évoquer également les réseaux sociaux, le rôle que jouent les réseaux sociaux dans la création, je dirais, de cette perception et de cette expérience du surtourisme dans les destinations. Je dois ajouter que j'ai eu le temps pendant 2-3 heures de me promener le long de la ligne verte ici à Nantes et ça m'a un petit peu inspiré. Je me disais que l'on pourrait suivre justement une ligne verte également sur l'écran. Alors, quand on parle de réseaux sociaux et de surtourisme, vous pouvez en conclure par rapport à la slide précédente. Je voulais parler de ce que je dirais l'océan
de conformisme. C'est certes un océan de conformisme et les réseaux sociaux, mais c'est également une grande opportunité de se faire connaître des destinations. Avant de travailler de fonder le groupe dans lequel je travaille, NAO, je travaillais pour l'Office de promotion du tourisme de Copenhague. Et en 2017, nous avions lancé une nouvelle stratégie qui déclarait la fin du tourisme et qui déclarait plutôt l'avènement de la localité, de la proximité. Cela découlait en partie du changement, des modifications qui ont pris corps grâce aux réseaux sociaux. Et le fait est que quand on est un touriste, en tout cas quand on était un touriste il n'y a pas si longtemps, on était un touriste, on n'était pas une personne, un individu, on était un touriste dans une masse. Pourquoi ? Parce que, enfin c'était la perception, parce que il y avait une perception médiatique assez unique, assez homogène. J'ai l'impression d'être jeune, mais quand je vois la salle aujourd'hui, je me sens plus si jeune que ça. Mais je me souviens qu'à l'époque, après le lycée, j'avais pris mon sac à dos et puis on avait le Lonely Planet, certains avaient le Rough Guide, ce qui était encore un peu plus cool, mais tout le monde finalement était un peu se retrouvait dans le même endroit, on regardait les mêmes pages dans le Lonely Planet, etc. Ça fonctionnait comme ça. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec l'avènement des réseaux sociaux, on est un peu indépendant finalement par rapport à ces guides très établis ou ces perceptions finalement un peu traditionnelles de certaines destinations, ce qui veut dire que l'on redécouvre certaines choses, En l'occurrence, les touristes ne sont pas un bloc uni, ce sont des gens les touristes, c'est moi, c'est vous, et on a chacun des intérêts qui nous sont propres, qu'on charrie avec nous quand on voyage. Et c'est l'idée vraiment de l'émancipation que permettent les réseaux sociaux et qu'on a dans notre poche partout où on va. On peut rejoindre la communauté, le territoire, les attractions, les activités qui nous intéressent. Qu'est-ce que font les résidents, les locaux, entre guillemets, les autochtones dans tel ou tel endroit. Et ça offre de nouvelles perspectives en matière de voyage. Je pense qu'il faut comprendre cela sous l'angle de l'émancipation. L'autonomisation, si vous voulez. Voyez tout ce qui se passe ici, c'est tout ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux. En l'occurrence, vous voyez qu'il n'y a pas de réseaux sociaux chinois ici, c'est à dessein, ce sont des réseaux tout à fait séparés, je pense que c'est intéressant de le signaler, et ça signale aussi que les touristes chinois vont explorer des endroits qui leur sont propres, chacun, mais dans une sphère, disons, sinophone. Et le fait est que, ainsi émancipés, nous avons énormément de sources d'inspiration et pourtant, finalement, on se retrouve tous à regarder la même chose, à liker les mêmes images et on veut tous prendre la même photo. Alors ici, il y a une certaine ironie. Doug et moi montrer la même image, donc nous en sommes victimes aussi. C'est assez intéressant étant donné la nature de nos propos. Mais le fait est qu'il y a beaucoup d'images que nous prenons tous. Booking.com a fait une étude en 2017, une étude des habitudes de voyage de la génération Z, la génération qui vient avec moi. 40% disent que leur principale source d'inspiration pour une destination, ce sont les réseaux sociaux. Et je crois que 45 ou 47% disent qu'ils veulent aller dans un endroit où ils peuvent prendre des super photos, des photos cool. Donc c'est vraiment une motivation première pour les voyageurs. Et ils veulent une image parfaite, mais ils savent que de toute façon, ça sera plus comme l'image à droite. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y aura probablement une queue d'une heure à faire pour faire leur super photo. Mais ça reste quand même une motivation parce que vous voulez vous-même montrer votre petite photo pour montrer que vous y étiez. Bon. Alors, et cet océan de conformisme, il y a un profil Instagram qui s'appelle Insta Repeat et cela indique les tendances et les répétitions finalement à l'envie de ces images. Et le fait est qu'il y a une répétitivité dans le tourisme et avec les réseaux sociaux.
on devient des moutons, un troupeau de moutons. Là, je montre l'avocat, un avocat en train de danser. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette tendance sur les réseaux sociaux. Il fallait mettre une petite photo de son plat avec un avocat. C'était très beau. Il fallait mettre ça sur Internet. Soit on l'avait fait soi-même, soit c'était au restaurant. Et donc, c'est devenu symbolique. Mais en l'occurrence, cela a provoqué une augmentation de la demande énorme d'avocats, en l'occurrence au Mexique, avec d'énormes demandes en eau. Donc ça a modifié également l'agriculture là-bas. Donc ce n'est pas sans conséquence, effectivement, ces tendances. Et les destinations doivent réagir elles-mêmes parce qu'il y a des phénomènes extrêmes en termes de fréquentation qui se produisent. Donc on essaye de souligner, conscientiser, pour ainsi dire, sur le fait qu'on fait tous partie potentiellement de ces troupeaux de touristes. Ici, en Nouvelle-Zélande, pendant la pandémie, ils ont lancé une campagne pour dire « S'il vous plaît, ne voyagez pas simplement parce que les réseaux sociaux vous disent d'aller là ou là ». En Nouvelle-Zélande, en l'occurrence, il y a plein d'endroits à voir qui ne sont pas nécessairement très populaires, au bord d'une falaise ou dans un très beau champ de fleurs sauvages. Donc voilà, l'idée est de mettre en avant différentes destinations néo-zélandaises. Ils ont utilisé un hashtag, le fameux dièse, sur un tableau de Klimt et en disant « Allez voir Klimt » et pas simplement le hashtag, le dièse Klimt. Et parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à faire ça. On prend notre téléphone portable, on prend une photo, et puis on ne regarde pas vraiment ce qu'on voit, mais on l'a pris en photo. Bon. Vienne a mis en place une campagne, la ville de Vienne, et ils ont pris l'exemple d'une balade en bateau que l'on pouvait faire sur une rivière à Vienne, et puis le commentaire dominant c'était « Oh, c'est ennuyeux, une étoile », alors que c'est superbe. Donc voilà, c'était pour faire un contraste entre ce que renvoient les réseaux sociaux et l'expérience réelle des choses. Mais effectivement, il faut comprendre l'impact de ça sur les destinations. Quelques exemples, peut-être pour vous montrer l'impact extrême que cela peut avoir. Est-ce que vous avez peut-être entendu parler du clip de Justin Bieber, un clip qui a été vu des millions de fois. Ça se passe dans un canyon en Islande, je ne vais même pas essayer de vous le prononcer, mais il y a eu tellement de visiteurs qui sont venus suite à la diffusion de ce clip qu'ils ont dû limiter l'accès à cet endroit naturel, sauvage, pour protéger cet endroit. Il s'est passé la même chose en Thaïlande, dans la baie de Maya, après le lancement d'un film qui était très populaire avec Leonardo DiCaprio, La plage en l'occurrence. Il y a eu une telle affluence qu'ils ont dû complètement fermer cette plage. Je crois qu'ils voulaient réouvrir en 2021, je ne sais même pas s'ils l'ont fait. Mais pourtant, le film date d'il y a longtemps. Donc voilà, il y a des destinations qui réagissent, qui essayent d'encourager l'anticonformisme, entre guillemets. Alors, une approche un petit peu différente vient de Jackson Hole. Alors, Jackson Hole, c'est une destination sauvage, naturelle. Et l'idée, c'est d'encourager les gens à en parler de manière responsable. C'est-à-dire que si vous allez quelque part et que vous prenez une photo fabuleuse d'un petit endroit, et que c'est un petit peu artificiel, que c'est voilà, vous faites l'image parfaite. S'il vous plaît, ne géolocalisez pas exactement l'endroit superbe que vous avez vu parce que ça crée des troupeaux. Bon, voilà. Donc il y a ce type d'initiative pour essayer de sensibiliser le visiteur à ces problématiques. Si je puis conclure, d'abord en disant merci, bien sûr, mais également en évoquant mon expérience hier, en l'occurrence, pour me balader le long de la ligne verte. Et tous les gens me regardaient en se disant « Ah bah voilà un beau mouton qui suit bien la ligne ». Mais je dirais que c'est l'expérience peut-être la plus analogue que j'ai eue depuis longtemps. Ce n'était pas du tout numérique, ce n'était pas du tout digital. J'ai dû suivre une ligne, bon, m'en éloigner de temps en temps, et y revenir. C'était très physique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très Instagrammable, une ligne verte. C'est ça qui est troublant. J'ai un profil Instagram fermé, mais il y a des images, et j'ai mis des images de la ligne verte. En l'occurrence, cette ligne verte ne vous encourage pas simplement à aller voir un ou deux endroits.
ça vous balade dans la ville. Ça montre les interstices d'une ville que je n'aurais pas pu nécessairement trouver moi-même, mais de manière discrète, à un rythme tranquille, sans pour autant déranger la population locale. Et c'est intéressant, je pense, parce que ça me montre non juste les sculptures qu'il fallait que je voie et qui sont des incontournables. Ce que la ligne verte permet, c'est de nous diriger vers les strates plus intéressantes, diverses, curieuses, je dirais, de la ville et qui forment vraiment l'identité de la ville plus que telle ou telle expérience qui va être incontournable. Et la ville est là, pas pour moi, elle est là grâce à vous, à ceux qui habitent ici. Et c'est justement ce que met en avant la ligne verte. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, et j'imagine qu'on va en reparler, c'est-à-dire comment mettre ce type de choses en avant avec les réseaux sociaux et comment créer une attractivité dans votre ville, mais qui corresponde à vos valeurs et à ce que vous voulez dire de votre ville. Merci beaucoup. Bon, vous êtes très bons tous les trois. Non, mais c'est vrai, en plus avec passion, sur des sujets où souvent il y a des discours sur tourisme et tout un peu négatifs, des fois un peu bobo-dominant, et là on n'est pas du tout là-dessus, quoi. Donc c'est vraiment extrêmement agréable. Et effectivement, la ligne verte, c'est aussi voir des choses qu'on ne voit pas, quoi. Aller d'un coup à un endroit, et d'un coup on voit un clocher qui est caché derrière, enfin je veux dire, il y a aussi tout un regard. La première année, ou peut-être pas la première année, il vous fait passer à l'intérieur de l'opéra par la Seine, et donc vous traversiez l'opéra, là où vous n'allez jamais, en fait. Vous voyez la salle, ça a l'air anecdotique comme ça, mais c'est toute cette idée de décaler le regard, quoi. Dans la cathédrale, on monte et on voit les gisants qu'on voit normalement d'en bas, on les voit de dessus. Enfin, il y a toute cette idée de montrer aux gens que leur regard construit, y compris... Il y a plusieurs regards possibles sur les choses, quoi. C'est le rôle de l'art, finalement, hein. C'est comme leur bateau, là, qui leur prend la statue. C'est génial comme idée, quoi, parce que justement, les gens regardent, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et je crois que c'est quand même ça on fait bien notre boulot quand on ouvre le regard des gens, en fait, et quand on leur permet un autre regard, et ça, vous l'avez bien dit. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des réactions les uns les autres, ou on se jette dans le public? Comment vous le sentez? Vous avez envie de réagir les uns sur les autres? Oui? You can. Oui, j'ai quelques réactions en fait. Pas un débat. C'était fascinant de voir comment on est passé de ces destinations qui allaient vers les hashtags, qui disaient aux gens de venir, et que maintenant, elles les rejettent un petit peu, et qu'elles disent peut-être un peu, pas de hashtag, s'il vous plaît. Hein, on est à l'opposé total. Et il y a un point que vous n'avez pas mentionné, et qui est un phénomène important des médias sociaux, lorsque je mentionnais que ce que nous faisions était hors contrôle. On peut avoir quelqu'un aujourd'hui qui visite Nantes, et qui a 15 millions de followers sur Instagram, et ils peuvent poster quelque chose, ou un show TV chinois qui fait une émission sur Nantes parce que quelqu'un y a passé sa lune de miel, et boum, voilà, des nouveaux visiteurs. Ça arrive vraiment, et ça c'est totalement fou. Et puis, une chose aussi, Srafié, si je le prononce correctement, vous nous avez dit qu'il était difficile d'empêcher les gens de venir lorsque vous avez des ports ouverts directement dans le cœur de la ville. Et pour moi, c'est un défi, oui, mais c'est comme quand j'ai mes enfants. Comment est-ce que je fais qu'ils ne soient pas tant sur leur téléphone mobile? Est-ce que je leur enlève, ou est-ce que je ne paye pas la facture? Est-ce que je coupe le Wi-Fi, ou est-ce que je les limite avec le contrôle parental sur le téléphone? Il y a différents outils à notre disposition. Donc, par exemple, je ne dis pas que c'est la solution pour Barcelone, non, mais d'un point de vue hypothétique, si on disait, voilà, il y a un certain nombre de passes journaliers culturels, que ce soit 20 000 peut-être, et si vous êtes dans un hôtel ou dans un Airbnb officiel, vous en obtenez un gratuitement. Mais si vous n'êtes pas dans un hôtel ou un Airbnb officiel, eh bien vous ne l'avez pas.
Et pour aller dans un musée, il faut montrer ce pass. OK, sinon vous allez dans la ville, OK, très bien, mais vous ne pouvez pas aller dans ce musée. Donc il y a différents outils, mécanismes qui n'ont pas encore été essayés pour trouver une façon d'expérimenter la maîtrise des flux. C'est une expérimentation peut-être que l'on doit encore faire. Je ne dis pas que Barcelone doive le faire, mais les villes doivent commencer à essayer de faire quelque chose. C'était mes deux observations. Voilà. Il faut qu'on reste dans une logique où, effectivement, on fait d'autres propositions aux gens, parce que les gens ont le droit de se déplacer partout. On est dans un espace démocratique, donc on peut aller partout quand on veut. Donc le problème, c'est que si on propose des choses plus attractives, qui fait qu'ils vont aller à un autre endroit, ça, on ne peut pas interdire non plus. Au nom de quoi on interdire aux gens d'aller quelque part, je veux dire, dans nos territoires. Donc c'est ça l'intérêt de Barcelone, c'est de dire il y a différents groupes et on les regarde différemment. C'est ça qui est, au fond, on leur interdit rien. On offre des autres lieux, des autres pratiques, etc. Parce sinon on peut réserver par le prix aussi. On sait très bien avec le prix réduire les flux, mais c'est justement pas les valeurs que vous portez. Duc, a ver, lo que estás diciendo es evidente. Ce que vous dites est évident, effectivement. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, en faire de notre mieux. Cette notion de tourisme qui a à voir avec la technification, avec la numérisation des processus, qui donc gère ces flux, qui peut ou ne peut pas accéder à telle attraction, et si c'est pour les familles, etc. Bon. Et de façon évidente, il faut s'améliorer en ce sens, afin que nous puissions administrer tout cela en répartissant l'information. Mais ce qui se passe, c'est que dans une ville comme Barcelone, ou peut-être comme Paris, ou Londres encore, ou New York, eh bien, il y a bien sûr de grandes différences entre ces villes. Et elles se placent à un imaginaire touristique précis. Ce sont des villes qui reçoivent des touristes et qui ont encore davantage à offrir que des sites touristiques classiques. Et pour une ville où la vie est peu chère, par exemple, on peut passer une nuit longue, agréable. À Madrid, par exemple, eh bien, il y avait un positionnement tout à fait ouvert et accueillant à l'égard du touriste. Et ces personnes-là, quand ils viennent passer un week-end à Barcelone, eh bien, ils ne vont pas forcément dans un musée. Il s'agit ici d'une mécanique où les algorithmes sont en train d'analyser les tendances. Et ça, au fond, c'est un problème. On a parlé de cadres normatifs, mais moi, je me demande ce qui se passe avec tout ce qui se passe de façon illicite. Comment administrer, comment intégrer ce genre d'éléments qui peuvent être dissuasifs. Il y a un contexte qui est plus ou moins facile et plus ou moins accueillant. Mais le touriste dans des villes comme celle-ci, avec une moyenne de 3 jours de séjour, c'est déterminant. Ça devient très difficile de contrôler cela, de contrôler les flux et qui va où. Si par exemple on compare cela avec Venise, parce que là bien sûr on a un imaginaire collectif énorme par rapport et c'est encore différent que pour des villes comme Paris ou Londres. Et c'est une vraie difficulté, puisque ce serait une erreur de se poser des problématiques en confondant tous les styles de tourisme, que ce soit urbain ou plus rural. Puisqu'au final, cela génère plus ou moins d'amabilité selon les afflux de touristes. Et la seule façon de faire en sorte que le tourisme baisse, c'est que le local ne soit pas désagréable, évidemment, avec le touriste. C'est un peu exagéré, bien entendu, c'est schématique. Mais si on est une ville cordiale, par exemple, il faut quand même se poser la question de ce que l'on veut. C'est un véritable débat. Oui, parce qu'à un moment,
c'est l'habitant qui accueille quand même. Madame, vous voulez dire quelque chose? Non. Oui, plusieurs choses me viennent à l'esprit. Il est intéressant de voir et d'entendre que les gens, quand ils voyagent, ont en fait leur propre imaginaire de l'endroit qu'ils visitent. Je parlais avec quelqu'un de Paris et je me disais, qu'est-ce que vous faites quand votre ville est une imagination? Bon, c'est quelque chose de plus authentique peut-être, je ne sais pas. Donc on voit de plus en plus de destinations qui travaillent sur ce point, Barcelone et des villes comme Amsterdam aussi. Ils passent d'une période où ils ont eu trop de tourisme avant la pandémie, où Amsterdam disait on ne fait plus de marketing du tout parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent. Et aujourd'hui, ils ont modifié cette stratégie et disent non, en fait, il faut qu'on fasse un peu de marketing parce qu'il faut qu'on reprenne la narrative, en fait, comment on présentait notre ville. Il faut qu'on dise ce qu'est notre ville, ce qu'elle représente. Et l'un des concepts qu'ils ont pris, c'est la liberté, en fait. Et ils interprètent ceci et ils communiquent sur ce que signifie la liberté pour nous, parce que la liberté, ce n'est pas nécessairement faire ce que l'on veut. La liberté, c'est aussi une responsabilité partagée vis-à-vis d'un endroit. Et donc, ils essayent de reprendre l'histoire qu'ils racontent pour présenter la ville différemment. Et en plus, bien sûr, il y a aussi pas mal d'initiatives structurelles sur le district un petit peu chaud, là, voilà, où des choses très, très intéressantes se passent, là, où on refait des constructions un petit peu différentes. Voilà, c'est quelque chose assez intéressant. Reprendre l'histoire que l'on a de sa ville, la modifier, mais ça ne signifie pas qu'on a tous un imaginaire fort sur les villes, en plus de ce qui est créé par les médias sociaux. Est-ce que je peux rebondir? Les organisations de marketing de destination sont gérées par des gens du marketing. Et ce qu'on a pu voir dans les 20 ans dans lesquels j'ai été dans ce domaine, est-ce que le marketing peut répondre aux problèmes? Comment est-ce qu'on peut dire aux gens d'aller dans un autre endroit, de s'étaler un petit peu, voilà, dans les villes? Selon mon expérience, une fois que les touristes arrivent, c'est comme des jeunes de 6 ans qui jouent au foot. Hein, lorsque l'arbitre siffle, voilà, ils vont tous vers le ballon. Hein, le coach peut leur donner le meilleur conseil. Ils vont tous vers le ballon. Et les touristes se comportent de la même façon. Et un mécanisme que comprennent les touristes, c'est qu'on dit « Désolé, c'est fermé ». Et même si une ville est transparente, voilà, facile de réserver, mais désolé, plus de place pour ce musée aujourd'hui, ou le restaurant est complet pour aujourd'hui. Oh là, c'est populaire, là, je vais aller ailleurs et puis revenir plus tard. Donc, on n'a pas suffisamment de transparence pour dire aux gens que lorsqu'ils réservent leur vol, par exemple, si quelqu'un va à Amsterdam, à Nantes, à Madrid ou à Barcelone, lorsqu'ils réservent leur voyage, il serait bon de savoir en tant que visiteur si tout est déjà réservé cette journée-là, parce que si j'y vais et que je me rends compte que tout est fermé, voilà. Donc ce type de transparence, je pense, arrive, c'est un bon mécanisme aussi peut-être, et bien sûr, un petit peu de marketing, ça peut aider, et comme vous le disiez aussi, Javier, ce différents types de visiteurs de qualité, mais lorsque l'on a Bill Gates ou des riches là qui viennent, donc on veut qu'ils dépensent leur argent aussi, donc voilà, il faut ajuster un petit peu ce que l'on vend, voilà, très bien. Je vous propose qu'on bascule sur la salle. Il faudrait changer les lumières parce que la salle est dans le noir. Donc il y a un petit réglage de lumière, voilà, pour qu'on puisse voir vos mains, dans la mesure où c'est ce qui est le plus simple à lever. Alors, qui est-ce qui veut prendre la parole? Là-bas, je vois une main en haut à droite. Il y en a une autre là-bas derrière. On peut peut-être commencer par la droite, on avait commencé par la gauche, mais il faudrait monter un micro. Ou là-bas, vous avez donné un micro là-bas? N'inquiétez pas, le micro circule. Qui répond, voilà. Du coup j'y vais. Allez-y, bah oui, vous êtes première sur le micro. C'est une question pour Monsieur Marcet. Ici, nous sommes dans une région très littorale et la gestion de flux, on a entendu parler de flux urbains. La pression sur Barcelone, elle vient aussi, il en a un peu parlé, de la pression certainement sur le littoral de la Costa Brava. Est-ce que c'est une réflexion qui se mène à l'échelle d'un territoire plus global qui pourrait effectivement intéresser notre région ici, qui avons 400 km de littoral? Bueno,
Eh bien, effectivement, il faut adopter une attitude globale. Le cas de Barcelone n'est pas isolé. Et quand on parle du tourisme qui se joue sur la Costa Brava, évidemment, et c'est bien plus encore que la Costa Brava, toutes les villes, finalement, où il y a une plage, cela revêt une grande partie des problèmes qui se posent. Ce sont des problématiques communes. Et j'imagine, je ne sais pas si... Et par exemple, le fait d'observer des rassemblements de jeunes qui viennent pour consommer de l'alcool de façon inconsidérée, ça, c'est quelque chose de bien particulier pour les villes où il y a une plage, accès à la plage. Et cela peut paraître comme une question complexe, parce qu'effectivement, à Barcelone, nous avons des plages, nous avons beaucoup d'endroits très agréables pour passer du temps, mais, et ça, c'est pas une question mineure, et je crois qu'une partie de la jeunesse, par exemple, repose les questions différemment par rapport aux transformations, par rapport évidemment à la crise qui vient d'avoir lieu et la question du bien-être. Enfin voilà, c'est un débat beaucoup plus global que celui que nous avons présentement. Mais cela explique que, par exemple, quand il y a 2 ans, l'agence de l'ONU proclame et énonce ses 27 objectifs pour 2030, pour quelles raisons est-ce que tout le monde souhaite réaliser ces objectifs pour le 2023? Non, c'est pas une bêtise. Et ça... ce sont des questions politiques qui ont influencé, bien sûr, tout cela. Mais ceci dit, effectivement, je crois qu'il faut se poser la question de façon collective, parce que ce qui se passe à Barcelone, ça se passe effectivement ailleurs. Et c'est pour cela que Barcelone est bien souvent présenté comme un point d'entrée pour découvrir la Catalogne. Et ça dépend aussi de la présentation qu'on en fait. Si on ne fait pas cette présentation-là, eh bien nous aurons moins de tourisme dans la ville. Et effectivement, l'aide pour la numérisation avec la présentation que l'on en fait à travers les réseaux sociaux est également très importante. Merci. Oui. Ici. Bonjour. Là, à gauche, Jean. À gauche? Bon, allez-y. Donc, je suis Nicolas de l'agence We Like Travel. Ici, regardez. Non, mais c'est pas grave que je ne vois pas, de toute façon. J'ai une petite question. Je reste un tout petit peu sur ma faim, sur ce qui a été dit. Parce que je pense qu'on a beaucoup parlé d'aujourd'hui, mais on n'a pas beaucoup parlé de demain et du futur, du vrai futur. Qu'est-ce qui va se passer à Barcelone en 2030 ou en 2040 ? Et qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis d'initiatives comme Amsterdam qui invite les gens à aller dormir à Rotterdam, comme Marseille qui ferme les calanques ou incite les gens à aller ailleurs, à montrer des photos des calanques bondées pour ne pas que les gens viennent, ou vis-à-vis du Pays Basque qui est confronté à une énorme problématique de prix des loyers, de prix des logements, de prix des habitations, tant le tourisme étouffe aujourd'hui cette zone très prisée du tourisme en France. Donc est-ce qu'on peut se projeter à dans 10 ans ou dans 20 ans face à des solutions de communication digitale, mais aussi d'ingénierie touristique, et parler vraiment de gestion du surtourisme à un niveau macro? I love that question. J'adore cette question. Oui, l'avenir du tourisme, il y a beaucoup de jeunes ici et ils vont vous dire que, bon, à l'avenir, il faut toujours que les jeunes puissent boire en ville pendant qu'ils visitent une ville. Bon,
C'est leur avis, effectivement. Mais le fait est, je pense qu'il faut parler de gestion du tourisme. Et la seule manière de le faire, c'est avec des plateformes numériques intelligentes, où tout est connecté. Un endroit où c'est plus facile de réserver, où c'est sans contact. Bon. Et le fait que si vous avez tout sur une plateforme unique, vous pouvez voir les endroits qui sont complets, les endroits qui sont plus ou moins vides, les endroits où on peut répartir, etc. Et cela permet aux gens, finalement, de prévoir un peu au dernier moment pour se répartir. Ça vous donne une vue d'ensemble de ce qui est disponible à tel ou tel moment. Honnêtement, je pense que c'est la direction que les choses prennent. Et ça, il faut que ça aille main dans la main avec des nouveaux produits, nouvelles expériences, pour avoir l'équivalence de cette ligne verte, mais dans d'autres villes. C'est-à-dire pour proposer des expériences plus originales. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais on a aussi un atout, c'est qu'on peut observer les endroits qui ont été touristiques depuis 50 ans, y compris les erreurs qu'on a faites. Je veux dire que, prenez la Côte d'Azur, quand on l'a mis en tourisme, en fait, on n'a pas réfléchi, on a consommé tout l'espace, on a fait des jardins gigantesques, etc. Aujourd'hui, on ne ferait plus la même chose. Donc, si vous voulez, le tourisme, il me semble qu'on a beaucoup d'endroits d'observation, ce que vous avez dit sur Barcelone, moi qui suis Marseillais, j'ai été élu à Marseille, donc ce que vous dites sur Barcelone, on regarde Barcelone. Donc, si vous voulez, y compris la communication, effectivement, sur les calanques, des photos pleines de monde qu'on a tous vues, donc il n'y a plus envie d'y aller. Donc, je pense que c'était tragifié. Il me semble, si vous voulez, qu'on a beaucoup plus de gens. Il faut se dire une chose, la plupart des lieux beaux de cette planète, il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire les touristes sont très concentrés, en fait. Donc, la question, c'est comment on fait pour regarder Nantes. Soyons honnêtes, Nantes. Bon, je n'ai rien contre Nantes, mais j'y viens souvent. Mais enfin, il y a 30 ans à Nantes, on n'avait pas l'idée d'y venir. Sauf vraiment si on avait une raison très très particulière. Avant le métro, je dirais avant Jean Blaise. Pour moi, c'est les deux grandes révolutions de Nantes, c'est Jean Blaise et le métro. Donc, c'est vrai, ça a complètement... Non, mais c'est vrai, ça a profondément transformé la ville, alors qu'on l'évitait. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut se dire. Observons les lieux qui ont été mis en tourisme depuis 50 ans. Observons d'ailleurs les erreurs. Et puis, ce que vous dites, c'est moi, je pense que la double monde numérique du tourisme, en France, on est très nul pour ça. On n'a pas effectivement ce monde numérique où, comme vous dites, on sait s'il y a de la place, s'il n'y en a pas. On peut dire qu'il y a de la place quand il y en a. Enfin, on peut dire que c'est plein quand c'est pas plein, etc. Et au fond, il faut anticiper, y compris pour pousser les gens. Quand vous allez à Paris, personne ne vous pousse à aller à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est aussi beau que la cathédrale. D'ailleurs, c'est plus grand que la cathédrale de Paris, mais on ne vous envoie pas à Saint-Denis, alors que c'est tout de suite à 20 minutes de transport. Donc, il y a un énorme travail. Moi, je crois que le tourisme a besoin d'une politique. Alors, jusqu'à maintenant, c'est un flux. On pousse, ça ramène du pognon, on pousse. Mais on pourrait le dire de l'autre côté. Il y a aussi les restaurateurs qui vous filent de la bouffe dégueulasse. Ils ont l'idée que vous passez. Donc, comme vous n'êtes pas un client habituel, au fond, la qualité, la sympathie n'est pas très importante. Donc, il y a aussi tout ça. Là. On peut le reprendre de l'autre côté aussi, la qualité des professionnels. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas être pessimiste. On va être de plus en plus nombreux. Je pense que cette pandémie va nous faire... Mais il y a peut-être un lieu où on peut regarder ce qui a été fait, les erreurs. On peut essayer d'apprendre. Mais il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on connecte, et qu'on observe, qu'on aille voir, qu'on visite, etc. Mais ne soyez pas pessimistes. Oui, un jour, il y aura sans doute, on est à 1,5 milliard de touristes internationaux, il y aura probablement 2 ou 3 milliards. Mais la question, c'est où, comment... regardez, la Terre est immense. Donc, il y a là vraiment, il me semble, toute une réflexion. Il ne faut pas avoir peur du processus. Mais il faut le maîtriser, sinon ça devient invivable. Pour moi, ce n'est pas très clair. Vous en avez parlé de façon très particulière. Quand on parle de la relation entre la montée des prix sur le plan immobilier, moi, je crois que c'est un mythe. Avec cette idée que le tourisme gentrifie, si je puis dire, les quartiers. Je crois que si on opère à une analyse un peu plus profonde, c'est pas si simple. Moi, je pense qu'effectivement, on peut parler de mondialisation qui, effectivement, a des effets dévastateurs. Mais je crois que ça a plus à voir avec le monde des affaires, avec la désorientation de certains du monde corporate. Et je pense qu'effectivement... Barcelone est un exemple où beaucoup d'entreprises ont leur siège, par exemple. Et oui, effectivement, ça a un effet gentrificateur. Mais je ne suis pas sûre que le tourisme ait le même effet. Je crois que sur le plan touristique et la construction
hôtelière a fait du mal, mais elle n'a pas connu de croissance, par exemple, dans les 8 dernières années. Et je dois dire qu'effectivement, j'observe une tendance assez nette au fait d'établir une politique de contrôle sur le tourisme, et bien sûr qui a à voir avec le monde de la restauration et les commerçants, avec certaines pressions politiques qui ont un effet au niveau local. Évidemment, en mettant en relief le fait qu'il faudra adopter une certaine politique, par exemple pour les restaurants, qui ne seraient ouverts qu'à l'attention des touristes. Ce sont des aspects un peu délicats qui ne sont pas inintéressants d'ailleurs. Et cela a à voir avec une stratégie. Et d'ailleurs, je pense que la pandémie, en ce sens, a été un facteur aidant. Je pense qu'il faudrait ici penser à faire des ajustements et lancer des politiques de gestion et d'amélioration de ces... Et d'ailleurs, essayer de se défaire de ces idées qui sont, à mon avis, pas si justes dans le fond. En France, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de résidences secondaires aussi. Il y a 3 millions En Francia también hay muchas casas de vacaciones y es uno de los países donde hay más. El año pasado, por ejemplo, joue au Pays Basque dans effectivement l'augmentation des prix du foncier. Donc c'est assez particulier. Je pense au phénomène des résidences. C'est pas le tourisme en général en fait. C'est cette appropriation. C'est le double résidence en fait qui est un phénomène qui est très important en France, mais on est un peu particulier quand même. Revoyons la balle en haut à droite. Vous n'avez toujours pas eu la parole en haut à droite. Je n'ai pas vu qui a levé. Non, il n'y avait pas de questions. Il n'y avait pas de questions où elles ont disparu. Où est-ce qu'il y a des mains? Là. Donnez la main, donnez à quelqu'un. Là. Oh, il y a une jeune fille qui se déplace, elle veut faire beaucoup de sport, c'est grand. Ici, là, j'ai une question. De l'autre côté. Allez-y. À propos de la gestion des flux touristiques en ligne grâce à une plateforme, bon, je ne fais pas partie de ces jeunes voyageurs, mais je trouve ça un petit peu triste et je trouve que ça manque de spontanéité d'avoir à prévoir un voyage en sachant à l'avance exactement où on va aller, exactement ce qu'on va faire. Et je pose la question aussi de comment est-ce qu'on arrive à concilier les envies des touristes et le besoin de gestion de ces flux. Je suis d'accord, ça retire un petit peu du charme de la spontanéité. La manière dont j'envisage la chose, c'est que pour la plupart des destinations, il y a seulement quelque chose qu'il faut vraiment réserver à l'avance pour être sûr de le voir ou d'y aller. Mais 90% de ce que vous allez faire, sinon dans la journée, vous baladez, aller dans un resto, dans une boutique, ça, pas besoin de réserver. L'alternative, c'est la suivante. En abandonnant un peu de spontanéité, vous allez pouvoir éviter justement d'aller au Machu Picchu à l'autre bout du monde et de ne pas pouvoir le voir parce que vous n'avez pas réservé, ou avec le Louvre. Enfin voilà, il y a quelques éléments, quelques endroits où il faut vraiment réserver, mais effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut garder la spontanéité pour le reste. Et si je rentre un petit peu plus dans les détails, disons que il y a une idée de déséquilibre dans le tourisme. Si vous allez dans un parc d'attractions, à Disneyland, mettons, lorsqu'ils veulent avoir plus de gens, ils ajoutent une attraction. Et quand ils ont une attraction en plus, ils ajoutent des places de parking, des toilettes, ils ajoutent des restaurants, etc. C'est une croissance générale, holistique pour ainsi dire. Mais dans une destination, dans un pays, dans une ville, il n'y a pas de coordination. Personne ne va dire parce qu'il y a plus d'avions qui arrivent, il faut plus de toilettes, plus de parking. Même s'il y a 20 000 personnes de plus qui arrivent, et les 3, 4
attractions phares de la ville vont absorber 4-5 000 personnes en plus, mais ce n'est pas géré, c'est du surtourisme, ce n'est pas du surtourisme partout, c'est un déséquilibre qui se fait sentir. Et quand les hôtels les plus populaires sont complets, eh bien, on en construit d'autres, et du coup, il y a plus d'avions, plus de passagers, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas organisé. C'est ça que je veux souligner, c'est-à-dire si on arrivait à avoir plus d'équilibre, plus de gestion, effectivement, c'est difficile de rassembler tous les acteurs dans une ville. C'est ça l'astuce, je dirais. Je dirais qu'il y a un autre déséquilibre. Je pense qu'il nous faut envisager dans le cadre de ce débat. J'espère qu'en sortant de la pandémie, on comprendra qu'on n'a pas un droit à aller quelque part en vacances. On n'a pas un droit à se promener partout. Ce n'est pas un droit de l'homme de faire du tourisme. Le fait est qu'on a très peu d'endroits du monde où on peut aller en tant que touriste en vacances librement. Et je crois qu'en sortie de pandémie, on commence à vraiment le comprendre parce qu'on sait que c'est finalement un privilège de sortir de chez soi, d'aller au resto, de pouvoir aller autre part. Quelqu'un évoquait le futur, l'avenir du tourisme, et j'espère que cette idée, on la gardera, c'est-à-dire que le voyage est devenu, au départ c'était finalement le tourisme, ensuite c'est devenu un risque, et c'est redevenu, je dirais, une sorte de privilège ou de chance. Alors ça tue un peu la spontanéité de la chose, certes, mais on peut toujours se déplacer et profiter des destinations. Et je voulais ajouter cela, puisque on parlait de déséquilibre, et j'espère que ce changement un petit peu de point de vue qu'on a eu à l'occasion de la pandémie, eh bien qu'on le garde en tête. Oui, puis il y a toute une réflexion sur les saisons. Enfin, le temps, je veux dire que vous allez à Venise en novembre, en général, ça va très bien. Vous allez à Paris en août, en fait, il n'y a pas grand monde. Il y a aussi, le monde numérique du tourisme, c'est aussi cette information toujours disponible, parce que les gens, ils ne sont pas partout au même moment. Il y a des moments où il y a peu de monde. Donc, c'est important que vous le sachiez, quoi. Aller au mois d'août visiter le Louvre, c'est quasiment faisable. Donc, il y a aussi toute cette information-là, ce double, au fond, du tourisme sur la sphère numérique, quoi. Allez-y. Oui. Bonjour. J'avais une question. J'ai l'impression que le problème de surtourisme, c'est la manière dont on a mesuré le tourisme en quantitatif depuis plusieurs années. Et pour un moins de surtourisme dans le futur, ne pensez-vous pas qu'il faut changer la manière de mesurer le tourisme, les bénéfices et les impacts du tourisme ? Je vous laisse répondre à cette question. Ça a un petit côté leurre, votre histoire, quand même. Je suis tout à fait d'accord. À Copenhague, c'est vraiment ce dont on a parlé pendant un moment. Il faut comprendre qu'il faut définir plus spécifiquement ce qu'est le surtourisme à Copenhague. C'est pas un phénomène hyper local. C'est pas une ville ou un pays qui subit le surtourisme. Il faut le comprendre, sinon ça fausse un peu la discussion. Vous évoquiez la valeur, à l'aune de quoi on peut mesurer la valeur du tourisme. Je parlais du tourisme en tant que privilège, pour ainsi dire. Le changement dont j'ai parlé dans la perception, c'est qu'on considère moins le tourisme comme un but en soi, enfin les pays, les villes considèrent moins cela comme un but et considèrent ça plus comme un moyen. Donc c'est un changement effectivement d'approche. Et je dirais, il faut arrêter de penser à ce qu'une ville peut faire pour le tourisme, mais plutôt penser à ce que le tourisme peut faire pour une ville ou une destination. Donc voilà, comment mesurer les choses différemment, et il y a la possibilité de le faire. Oui, si je puis ajouter quelque chose, une ville doit être très prudente vis-à-vis du PIB que représente le tourisme dans cette ville. Par exemple, à Aruba, 90% de l'économie, c'est le tourisme. Si vous allez à un gestionnaire de patrimoine, il mettra au grand maximum 10% de votre argent dans le même panier, entre guillemets. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait remettre les clés de l'économie à un seul secteur avec tous les risques que cela comporte? Lorsque le tourisme prend une trop grande part dans notre panier, entre guillemets, eh bien, mettons cela à profit pour créer des incubateurs, pour attirer d'autres secteurs, d'autres industries, pour être sûr que cela s'accompagne d'autres créations économiques, je dirais. Sobre la tipología turística, no es lo mismo
Avant, j'ai dit quelque chose sur la typologie du tourisme, donc le tourisme d'affaires, le tourisme de loisirs, les visiteurs d'un jour. Mais alors, on peut encore rentrer dans des détails. Un citoyen de Bordeaux, par exemple, quand il va à Nantes, est un touriste. Oui. Mais donc, dans mon pays, je deviens touriste, mais ce n'est pas la même chose que si un Espagnol ou un Chinois vient en France. Alors, si on nuance tout cela, la sémantique est très importante et il faut raffiner la terminologie et cela pour savoir où est-ce qu'on veut que s'oriente le tourisme à venir. Alors, moi, je viens du monde de la gestion culturelle et du management culturel. Et une des choses les plus terribles dans le débat sur la culture, c'est qu'il faut toujours parler du tout avant d'arriver vraiment à ce dont nous voulons parler. Donc, les architectes, les médecins ont déjà débattu de nombreuses choses, alors que nous, dans notre secteur, vu qu'on analyse avec beaucoup de charges romantiques, culturelles, avant d'arriver à la solution du débat, ça fait déjà 5 heures qu'on discute. On discute même du débat lui-même. Alors, plus concrètement, il serait important que le contexte de la massification touristique soit l'objet d'un débat détaillé sur ce que chacun des concepts que l'on utilise veut dire, pour savoir où nous irons et comment nous organiser pour y arriver. Quel micro? Hello, it's me. Bonjour, c'est moi qui ai le micro. Je souhaiterais évoquer reprendre ce que vous avez évoqué sur la réservation. Je travaille dans le secteur du tourisme à Nantes. Je sais que c'est assez compliqué de coordonner tous les lieux de manière un peu différente. Pour les machines de Lille, par exemple, à Nantes, il y a une partie qu'on peut réserver en ligne, mais il y a également des places que l'on peut réserver sur place, enfin, quand on arrive le jour même. Parce que si ce n'est pas possible, si on ne peut pas réserver sur place, les gens sont déçus parce qu'ils viennent de loin. La moitié des gens qui viennent voir les machines de Lille viennent en général de loin, d'en dehors de la ville, et ne pensent pas nécessairement à réserver à l'avance. Donc, ce n'est pas facile de trouver un équilibre là. Et le fait est que quand on essaie de vendre ces destinations, en l'occurrence les machines de Lille à Nantes, ça implique certaines choses également. Il faut toujours avoir des guichets pour vendre des billets à vendre pour les gens qui viennent physiquement le jour même sans réserver. Donc, est-ce que vous avez une réflexion peut-être par rapport à ça, cet équilibre qu'il faut trouver entre la réservation à l'avance et les réservations spontanées qui reste quelque chose de spontané, d'authentique. Je comprends que l'on souhaite réserver à l'avance. Il y a certaines choses pour lesquelles on va réserver. Bon, l'avion, effectivement, on réserve son billet d'avion, mais tout le monde ne se dit pas « je vais devoir réserver pour aller voir l'éléphant ». Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça, d'un point de vue marketing, entre guillemets? Ah, ça se fait, c'est un processus d'apprentissage. Et si je puis vous poser une question, si vous alliez à Amsterdam pour voir un concert de Beyoncé, par exemple, est-ce que vous réservez d'abord les billets de Beyoncé ou du concert ou de l'hôtel ou... Avec mon expérience, je prendrais d'abord le vol et le concert et après l'hôtel. Bon, donc voilà, c'est un choix à opérer. Qu'est-ce qu'il faut réserver, à moins qu'on puisse tout réserver d'un coup. La même chose si vous allez au musée Anne Frank. Voilà. Et il y a de plus en plus de packages, entre guillemets, où on peut tout réserver pour être sûr finalement d'avoir accès à tout. Mais ce n'est pas facile. Pour vous dire à quel point je suis âgé, quand j'étais
petit, je vivais dans le Minnesota et on allait voir un match de football américain, mais il n'y avait pas Internet, on n'achetait pas en ligne. Il fallait arriver 2 heures avant au stade et on achetait. Si vous voulez maintenant aller voir un match du PSG, combien de tickets vous pourrez acheter sur place? Pas les billets revendus, il y a des revendeurs, mais sur place, vous pourrez en acheter 0. Et en l'occurrence, tous les billets sont vendus à l'avance, ils le savent. Ce n'était pas le cas par le passé, et c'est pareil un peu pour l'industrie du tourisme. On apprend de plus en plus. Je lisais récemment que ils sont passés de 5000 billets en ligne à plus à la moitié, en fait, de 5000 billets sur place à 2500 sur place parce qu'ils les réduisent de plus en plus. On prend une dernière question avant la capsule. Qui c'est qui a le micro? J'ai vu une main qui se levait, allez-y. Oui, je voulais revenir sur quelques petits éléments. On a parlé d'un décor qu'on voit, d'un paysage qu'on voit du TGV. On a parlé de destination avec des photos authentiques. Et si on résume ça, on se dit que le tourisme, c'est quand même traverser des paysages, des décors, voir une galerie à ciel ouvert, si on parle de l'expérience du voyage à Nantes. Mais là-dedans, et il y a quelque chose qu'on oublie, c'est qu'il y a des gens qui habitent et que le ressentiment qui est vécu à Barcelone, à Venise ou à Dubrovnik ou à Madrid, il est aussi lié au fait que du point de vue des habitants, il n'y a pas grand intérêt si on n'est pas restaurateur, hôtelier et vendeur de mugs souvenirs. Et donc, il y a aussi l'idée que l'industrie touristique est liée au capitalisme et qu'il y a peut-être la pandémie l'a augmenté, un espèce de rejet aussi de ce qui relève à tout coup du profit. Donc, quels seraient, selon vous, des moyens de réconcilier la population avec les touristes et non pas de rendre plus attractif la ville pour les touristes, mais de le prendre à l'envers? Très bonne question. Je pense que c'est une excellente question et c'est une discussion qui a lieu dans beaucoup d'endroits. On essaie de réimaginer le tourisme après la pandémie. Vous avez tout à fait raison. En tant que marketeur de la destination ou d'organisation de tourisme, en fait, il y a une responsabilité clé, vraiment, comme tout professionnel du tourisme devrait avoir. Vous n'êtes pas les possesseurs du produit, sauf si vous êtes Disney World. Mais voilà. Et même si vous avez un hôtel ou vous vendez des nuits d'hôtel, vous n'êtes pas possesseur de l'ensemble du produit parce que l'endroit autour de votre hôtel ne vous appartient pas. Donc voilà, il faut savoir bien marketer en fait l'endroit où habitent les gens. Et il ne faut pas créer donc une présentation du tourisme que les locaux ne vont pas reconnaître et pour lesquels ils n'en verront pas la valeur. Il y a un très bon exemple de cela à Nantes. Et je pense aussi que ce qui est intéressant et ce que je suis moi comme tendance, c'est que dans beaucoup d'endroits, les taxes sur le tourisme augmentent de plus en plus. Par exemple, à Amsterdam et à Barcelone, mais vous pourrez en parler mieux que moi. À Amsterdam, bien sûr, ils ont augmenté et développé de nouvelles taxes pour les tourismes, pour les passagers de croisière, par exemple. Et donc, les revenus qui viennent de ces taxes vont dans des fonds communautaires qui sont eux-mêmes investis par des groupes groupes locaux pour les infrastructures locales. Donc, il y a tout ce flux d'investissement qui montre vraiment la valeur du tourisme qui va bien au-delà de cette industrie du tourisme. Donc, on voit que ceci se passe dans plusieurs endroits. De plus, on voit aussi une démocratisation du tourisme. On voit beaucoup plus de dialogue, de conversation et de prise de pouvoir, en fait, des citoyens locaux sur le tourisme. Mais je ne devrais pas en parler parce qu'ils ont un très très bon exemple de tout ceci à Barcelone. Donc peut-être est-ce que vous allez vouloir en parler maintenant?
Xavier. Eh bien, par rapport à ta question, moi je vois un paradoxe. Ce serait logique s'il y avait une partie de la population qui était touriste et une autre partie qui serait habitant. Donc, moitié de la planète touriste, l'autre moitié pas touriste. Alors, que font ceux qui ne sont pas des touristes et que font les touristes? Mais dans la réalité, on est tous des touristes. Et si on définit la terminologie, nous sommes tous des touristes puisqu'on va toujours, on est toujours allé un jour de Barcelone à Gérone ou de Nantes à Bordeaux. Donc, si on comprend cela, c'est un débat qui nous sollicite comme citoyens, c'est-à-dire l'avenir du tourisme dépendra en bonne partie des évolutions des transports aériens, comment on va s'adapter à la transition énergétique, quelle sera l'évolution de la conscience écologique, mais surtout cela dépendra de la mesure dans laquelle une ville est sympathique ou antipathique par rapport à ce tourisme. Si la ville ne veut pas de tourisme, alors le tourisme ne va pas croître, il va se maintenir de manière technique, mais la ville ne va pas attirer plus de tourisme. À cet égard, il est également important d'être conscient de cet élément. Je peux avoir une attitude réactive contre le tourisme qui arrive à Barcelone. Mais après, si on me demande qu'est-ce que tu as fait cet été, moi je ne peux pas dire moi je suis allé à Marseille, j'ai fait du tourisme. Sinon je me contredirais. C'est un débat très intéressant parce que cela est lié à quelque chose que ma collègue a dit. Alors je ne sais pas si la traduction a été bonne, c'est qu'on n'a pas le droit de voyer. Alors, est-ce qu'on parlait de droit juridique ici ou est-ce qu'il fallait commencer à changer notre manière de comprendre notre capacité à voyager? Alors, j'imagine c'était peut-être ce deuxième aspect, mais c'était en tout cas un débat intéressant parce que c'est un point qui peut être jugé d'un point de vue juridique si on a droit ou non de voyager. En tout cas, voilà, c'est encore une manière d'alimenter le débat parce que la seule manière, en fin de compte, de contrôler le tourisme peut être de l'interdire. Et quand on interdit quelque chose, c'est une situation juridique complexe que d'interdire quelque chose. C'est un débat intéressant, en tout cas, de savoir comment on peut trouver une solution. Oui. Donc un mot de clôture avant de donner la parole à Aurélie pour sa capsule, ou non? Oui, dernier mot. Si le tourisme ne fonctionne pas pour les locaux, alors le tourisme ne fonctionne pas. Et on pourrait le dire différemment et dire qu'une ville peut avoir des touristes, mais les touristes ne doivent pas posséder la ville. Excellent. Madame Aurélie. Oui. Fait rire ce petit jingle. Ça fait pas très nantais, je trouve, finalement. Bon. Donc, sur tourisme ou problème de flux ou gestion des flux, il semble que ce soit le sujet. Tout d'abord, bien se rappeler de qui nous sommes, quelle destination nous sommes. On est une ville habitée. D'habitants, pas une ville-musée. Et je crois qu'on n'a pas envie non plus de devenir une ville-musée. Mais peut-être avant de faire la conclusion, se dire qu'on devrait arrêter d'évaluer le succès de notre politique touristique en comptant le nombre de visiteurs. Et jusque-là, cher Jean, chaque été, à la fin de chaque voyage à Nantes, et nous y étions encore ce matin, on se dit combien on a fait de visiteurs et est-ce qu'on en a plus que l'année dernière. Donc c'est peut-être la première question qu'il faut qu'on se pose. On sait que le tourisme est exponentiel, que ses impacts seront probablement en partie incontrôlable, mais de quoi on a envie et comment on régule et comment on évalue le succès finalement de notre politique. Et la question des indicateurs, il faudra bien y passer et se demander comment évaluer le succès finalement d'un développement harmonieux du tourisme dans notre ville en relation évidemment avec ses habitants.
Donc, bon, à Nantes, on n'en est pas, je pense, à craindre un surtourisme, mais on doit se poser la question de l'optimisation, de la répartition des flux sur le territoire et à irriguer en fait au mieux ce territoire, aussi bien dans le temps et dans l'espace. Donc évidemment, se pose la question à nous du voyage à Nantes estival, mais finalement, est-ce que c'est pas un voyage à Nantes toute l'année? Comment est-ce qu'on travaille sur les autres périodes de l'année? On réfléchit à un voyage à Nantes d'hiver, un voyage à Nantes autour des fêtes de fin d'année, mais comment on traite finalement ce voyage permanent et comment on redonne envie de ce voyage permanent en continu et notamment aux habitants et aux personnes de la proximité, comment on l'érotise finalement. Et puis la répartition des flux aussi sur l'ensemble du territoire. On a cette ligne verte qui ne cesse de s'allonger. On a commencé, je crois qu'elle faisait une dizaine de kilomètres, elle en fait 22 maintenant. Est-ce qu'il faut continuer avec la ligne verte aussi? Moi, j'avoue que je me posais des questions parce que ça canalise beaucoup, mais en vous entendant, finalement, on voit qu'elle a plein de vertus et que c'est vrai qu'elle nous libère aussi parce qu'elle est très facile à trouver, donc on peut facilement s'en échapper et puis elle nous mène aussi à des endroits qu'on n'aurait pas forcément découverts soi-même, qui ne sont pas forcément super instagrammables, qui ne sont pas forcément dans les des top 10 des sites du voyage, etc. Donc voilà, cette question de la ligne et puis des parcours autour de Nantes et de comment on construit aussi des séjours en partenariat avec les territoires avoisinants. Vous savez qu'on a travaillé avec la Bretagne, avec des destinations comme Saint-Nazaire, Rennes, Saint-Malo, pour un parcours, une traversée moderne jusqu'au mont Saint-Michel, qui est un spot touristique, mais on se disait comment on peut l'approcher différemment et comment on peut découvrir finalement cette Bretagne intérieure qui est pas du tout visitée, alors que ce site du mont Saint-Michel attire des millions de personnes. Donc vraiment, la question de la diffusion des flux sur l'ensemble de notre territoire et puis la façon dont on va pouvoir engager les habitants dans une stratégie touristique, en effet, comment elle les sert, comment elle contribue à leur épanouissement, à leur bonheur, à leur quotidien, comment finalement aussi des projets touristique ou conçu pour le tourisme change la vie des habitants. Puis on a un territoire d'expérimentation incroyable ici avec l'île de Nantes sur lequel on peut certainement imaginer aussi beaucoup de nouveaux parcours, nouvelles expériences avec ces nouveaux habitants qui viennent habiter aussi un territoire en plein devenir. On a cette chance d'avoir un site comme ça encore à défricher presque dans le centre de la ville. Mais je retiens aussi la question vraiment de la segmentation des publics et de la caractérisation des publics pour qu'on essaye de pas trouver... il n'y aura pas une solution globale, mais il y a plein sans doute de solutions pour répondre aux besoins spécifiques des différentes typologies de publics, comme pour les habitants de la ville. Voilà, un petit peu en guise de conclusion. Merci beaucoup et à demain. Bon, là, on clôt cette séance. Je vous rappelle que demain matin, on ouvrira les portes à 8h30 et qu'on essaye de commencer à 9h précises. D'ici là, vous avez carte blanche et suivez la ligne verte si vous voulez. Il y a 22 km, vous pouvez vous la faire avant le coucher du soleil, mais en courant un peu. Bonne soirée, au revoir.